Imagine un instant pouvoir observer l'univers, non pas tel qu'il apparaît aujourd'hui devant nos télescopes, mais tel qu'il existait aux premiers instants du temps, lorsque les galaxies n'étaient pas encore des structures sereines et bien définies, mais des entités turbulentes, gigantesques et chaotiques, poussées par des forces extrêmes qui les obligeaient à se former à une vitesse presque inimaginable. C'était un cosmos plus compact, plus énergétique, rempli de collisions et de transformations constantes, un décor où la lumière naissait au cœur de nuages denses de matière, et où chaque région semblait vibrer avec une intensité difficile à concevoir depuis notre perspective actuelle. Les galaxies elliptiques géantes, ces colosses rougeâtres que nous voyons aujourd'hui comme des reliques silencieuses du passé, ne sont pas apparues lentement, au fil d'ères innombrables, comme ce fut le cas pour la Voie lactée, mais semblent avoir pris forme dans un intervalle étonnamment bref, à peine une centaine de millions d'années, ce qui, en termes cosmiques, équivaut à un simple battement du cœur de l'univers. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Quels processus ont permis à ces immenses cités stellaires, apparemment éternelles, de s'assembler à une vitesse aussi extraordinaire? Et quel phénomène a gravé en elles une signature chimique si précise qu'elle révèle encore aujourd'hui le moment exact de leur origine? Peu. Être que la clé se trouve dans le noyau caché de chaque galaxie, dans cette présence invisible qui domine le centre gravitationnel. Un trou noir supermassif capable d'influencer la formation des étoiles, d'altérer le flux du gaz interstellaire et de modeler le destin de systèmes entiers, avant même que la lumière ne parvienne à s'échapper de leurs régions les plus profondes. Ce que vous êtes sur le point d'écouter est une traversée vers le passé lointain de l'univers, une exploration qui suit la trace des premières galaxies, de leurs fusions violentes, de leurs explosions de formation stellaire, et du rôle silencieux mais décisif que jouent les trous noirs dans l'architecture du cosmos. Un voyage qui nous conduit jusqu'à l'instant où l'univers a commencé à définir la forme que nous contemplons aujourd'hui. La science des galaxies sphéroïdales soulève des questions incroyablement complexes. Lorsque nous tentons de modéliser l'évolution du cosmos, le problème devient encore plus difficile parce que les galaxies elliptiques ont grandi très loin de nous et dans un passé extrêmement reculé. C'est pourquoi les données capables de révéler leur structure restent fragmentaires et souvent peu claires. Pourtant, il existe des relations subtiles mais réelles entre certaines caractéristiques mesurées des galaxies qui suggèrent l'existence d'éléments cachés liés entre eux. L'une de ces relations porte le nom de plan fondamental des galaxies elliptiques. Ce plan combine trois quantités observables: la taille, l'extension et la vitesse des étoiles, ainsi que la masse stellaire totale de la galaxie. Si nous représentons ces trois mesures dans un espace tridimensionnel, nous découvrons que les galaxies se répartissent sur un plan bidimensionnel, ce qui indique que ces valeurs sont unies par un processus commun. La manière exacte dont cet alignement est apparu demeure une énigme. La seule certitude est que les galaxies elliptiques que nous observons aujourd'hui croissent et évoluent de façon extrêmement lente, de sorte que toute relation entre leurs propriétés a dû être inscrite dès le moment de leur naissance. Les associations entre ces propriétés imposent des limites observationnelles sur la façon dont la masse stellaire s'est accumulée au fil du temps. Nous aimerions comparer les instantanés du passé obtenus à partir de ces relations d'échelle avec des modèles de formation et d'évolution. Mais, contrairement aux galaxies à disques pour lesquelles existe une théorie plus solide de la formation stellaire, dans les galaxies sphéroïdales, nous ne disposons pas encore d'un modèle fondamental capable d'expliquer entièrement leur incertitude dynamique et la configuration de leurs étoiles. Pour l'instant, nous devons nous appuyer sur des idées phénoménologiques selon lesquelles les fusions contrôlent le réservoir de gaz dont naissent les étoiles. Les fusions sans gaz sont appelées fusions sèches, tandis que celles qui contiennent du gaz sont dites humides. Les fusions humides incluent une formation stellaire active et provoquent de nombreux changements dans la morphologie de la galaxie. Les simulations montrent que les fusions sèches ou partiellement sèches ont joué un rôle vital à un redshift proche de 2, déterminant de nombreuses propriétés morphologiques des grandes galaxies elliptiques.
Mais il faut aussi considérer l'apport des fusions mineures riches en gaz, qui représentent l'une des principales voies pour alimenter en matière fraîche l'intérieur d'une galaxie elliptique massive. On parle de fusion mineure lorsque le rapport de masse entre les deux objets est inférieur à environ 1:10. Les fusions riches en gaz fournissent le matériau qui se condense ensuite en nouvelles étoiles. Le plus important est que la violence du choc comprime le gaz et le fait précipiter vers les régions centrales de la galaxie en formation. Une fois qu'une masse suffisante de gaz s'est accumulée, la formation stellaire commence de manière rapide et intense. Le temps nécessaire à la naissance des étoiles peut être déduit en analysant les compositions chimiques des populations stellaires. Des éléments comme le magnésium et l'oxygène sont produits par des étoiles massives qui explosent en supernovas, de sorte que le magnésium présent dans les étoiles s'est formé très tôt dans la vie de la galaxie. Des éléments comme le fer, en revanche, proviennent aussi de supernovas, issus d'étoiles de faible masse et à longue durée de vie, et il faut des milliards d'années pour accumuler des quantités significatives de ce métal. Ainsi, observer la proportion entre magnésium et fer dans des étoiles lointaines nous offre une véritable horloge archéologique indiquant combien de temps a duré la phase de formation stellaire. Le rapport observé dans le Soleil indique par exemple que notre étoile s'est formée il y a environ 4 milliards 600 millions d'années. Une valeur très élevée signale des temps de formation extrêmement rapides. Nous découvrons ainsi que les grandes galaxies elliptiques ont dû se former en moins de 100 millions d'années, tandis que les galaxies à disque le font sur des milliards d'années. Cette donnée coïncide avec le temps d'effondrement gravitationnel d'une galaxie massive, qui se situe lui aussi autour de 100 millions d'années. De tout cela, nous déduisons que les grandes elliptiques ont formé la majeure partie de leurs étoiles de manière presque monolithique lors d'un unique effondrement initial. Naturellement, le gaz a dû s'accumuler pendant un certain temps avant de commencer à former des étoiles, mais les données chimiques et les temps d'effondrement gravitationnel conduisent à une conclusion surprenante. Pendant longtemps, on a cru que plus une galaxie était grande, plus elle se formerait tard, ce qui a du sens si l'on parle de halo de matière noire. Plus un objet apparaît tard dans un univers en expansion, plus sa densité moyenne est faible, et plus le temps nécessaire à son effondrement initial est long. Ce serait la théorie simple, mais les observations montrent le contraire. Les données indiquent que le gaz forme des étoiles très rapidement, en un temps comparable au temps dynamique d'une galaxie massive. Cela implique que la formation stellaire n'a pas pu commencer beaucoup plus tôt, lorsque le gaz était encore distribué en petits fragments, empêchant un effondrement rapide. La concordance entre les temps déduits de la chimie et ceux obtenus à partir des masses et des dimensions soutient fortement l'hypothèse de l'effondrement monolithique. Mais cela soulève une question cruciale. Pourquoi précisément un effondrement monolithique? Nous pouvons supposer que la présence de la bête centrale, c'est-à-dire le trou noir supermassif au cœur de la galaxie, fait la différence. Les trous noirs supermassifs se trouvent au centre des bulbes galactiques et sont aussi la source des noyaux galactiques actifs. Ils accumulent du gaz de leur environnement et sont presque toujours associés à d'énormes flux de sortie. Si les fusions mineures et l'accumulation lente fournissent le gaz, il faut un mécanisme supplémentaire pour expliquer ce que nous observons, et c'est ici que les trous noirs supermassifs pourraient représenter le chaînon manquant dans le mystère de la formation des galaxies elliptiques. Un point clé issu des observations est une corrélation mystérieuse. La masse du trou noir supermassif au centre d'une galaxie est liée à la masse totale de son bulbe stellaire. Cette relation n'aurait aucun sens à moins que les deux structures ne se soient formées ensemble comme deux aspects d'un même processus primordial dans les régions les plus lointaines de l'univers. Des mesures détaillées des vitesses stellaires, de la taille des bulbes et des masses des trous noirs montrent un lien étonnamment étroit entre les noyaux galactiques actifs et la formation des composantes sphéroïdales. D'autre part, nous savons que la formation stellaire dans les galaxies à disques est un processus inefficace. Il est presque frustrant de constater à quel point le temps nécessaire pour transformer le gaz en étoile est lent.
Dans la Voie lactée, par exemple, il faut plusieurs milliards d'années, soit un ordre de grandeur supérieur au temps orbital de la galaxie. Cette lenteur n'est pas une erreur de calcul, mais le résultat du feedback stellaire, un mécanisme complexe qui agit sur les nuages de gaz et empêche leur effondrement trop rapide. Le feedback fonctionne de la manière suivante. Les étoiles se forment avec des masses différentes et les plus massives grandissent et meurent beaucoup plus vite, en seulement quelques millions d'années. Elles consomment d'énormes quantités d'énergie et, lorsqu'elles épuisent leur combustible nucléaire, s'effondrent sur elles-mêmes et explosent en supernova. Ces explosions expulsent vers l'extérieur un matériau radioactif qui se transforme en éléments solides comme le fer, le carbone et l'oxygène. La matière chaude est éjectée dans une enveloppe en expansion qui ne s'arrête que lorsqu'elle rencontre la pression du gaz interstellaire environnant. Mais ce processus n'est pas calme, il est hautement instable. Des langues de gaz froid et dense pénètrent dans le gaz chaud et diffus, et l'enveloppe se fragmente en dispersant des débris dans le milieu interstellaire. Les nuages s'enrichissent de ces matériaux et sont en même temps perturbés par l'énergie des explosions. La formation d'étoiles ralentit, et ce n'est pas la seule source de feedback. La rotation même de la galaxie mélange les mouvements des nuages. Lorsqu'un nuage migre vers une orbite plus interne, sa vitesse augmente par rapport aux nuages voisins en raison de la conservation du moment angulaire. C'est comme une pierre attachée à une corde. Plus la corde est courte, plus elle tourne vite. Ces changements de vitesse stimulent encore davantage les nuages et augmentent la turbulence. À cela s'ajoute l'effet des champs magnétiques. Les lignes magnétiques enveloppent le gaz interstellaire et lorsque les nuages se contractent, elles tordent et comprimant les champs jusqu'à les rompre, libérant encore plus d'énergie. L'ensemble de ces processus prolonge la durée de vie des nuages d'un ordre de grandeur par rapport à leur temps de chute libre. Les nuages deviennent turbulents, supersoniques, et cette pression interne contrebalance la gravité. La formation stellaire devient un processus autorégulé à l'échelle globale. Cette autorégulation est dominée par le temps de formation stellaire et par la quantité de gaz disponible. La formation d'étoiles consomme le gaz et, en même temps, la dynamique entre les jeunes étoiles et les nuages moléculaires réchauffe le disque et maintient la galaxie instable. Pour soutenir cette instabilité, un apport continu de gaz frais est nécessaire, arrivant par accrétion depuis le halo et à travers des fusions mineures. Tous ces processus rendent le gaz extrêmement turbulent. Les simulations numériques le montrent clairement. Les vitesses internes des nuages reflètent une turbulence supersonique qui aide à expliquer comment ils peuvent survivre pendant de longues périodes sans s'effondrer complètement. Cependant, ce que nous ne comprenons pas encore totalement, c'est la manière dont ce mouvement chaotique parvient à rester actif à l'échelle galactique. La turbulence devrait se dissiper en des temps relativement courts, et pourtant elle continue de se régénérer encore et encore. L'étude des galaxies sphéroïdales nous offre un indice sur la façon dont fonctionne le feedback à l'échelle cosmique. Il existe quelques réflexions simples qui aident à comprendre le panorama général. La faible efficacité de la formation stellaire dans les disques conduit à une conclusion élégante. Seulement environ 2% du gaz disponible se transforme en étoile durant chaque temps de rotation de la galaxie. De plus, la fraction d'énergie de supernova qui contribue réellement à mettre en mouvement le gaz interstellaire peut être estimée en comparant la vitesse de dispersion du gaz à l'intérieur des nuages avec la vitesse à laquelle les restes de supernova transfèrent leur impulsion lorsqu'ils balaient le gaz environnant. Au début, un reste de supernova s'étend à environ 20 000 km par seconde, puis ralentit jusqu'à environ 400 lorsqu'il a incorporé suffisamment de gaz. C'est durant ce processus de décélération qu'il transfère son moment au milieu interstellaire. Le rapport entre ces vitesses correspond de manière surprenante à l'inefficacité observée dans la formation stellaire. Tout s'accorde si l'on accepte que les supernovas soient une source primaire de mouvements turbulents à l'intérieur des nuages. Le résultat est un mécanisme d'autorégulation. La formation de nouvelles étoiles produit des supernovas qui, à leur tour,
freine la formation stellaire ultérieure. C'est un cycle naturel, élégant et robuste. Mais il existe un problème important. Le disque galactique n'est pas un système fermé. Les supernovas peuvent expulser du gaz hors du disque vers le halo galactique dans une sorte de fontaine galactique. Ces fontaines se refroidissent lentement, puis retombent vers le disque, alimentant le cycle continu qui maintient la galaxie en vie. La Voie lactée est un exemple parfait de ce processus. Les prédictions cosmologiques basées sur la nucléosynthèse du Big Bang indiquent combien de matière ordinaire, à dire de baryons, devrait exister dans l'univers. Pourtant, lorsque nous comparons ces prédictions avec ce que nous observons dans les galaxies, une énorme quantité de matière manque. Où sont passés les baryons? Une possibilité est l'existence de halos compacts connus sous le nom de MACHO, mais les preuves sont rares. Une autre hypothèse plus réaliste suggère que la majeure partie des baryons manquants se trouve sous forme de gaz diffus à des millions de degrés dans les modèles de matière noire froide. Après environ 10 milliards d'années, davantage de gaz aurait dû s'accumuler dans les halos, portant la masse totale de gaz dans les galaxies à des valeurs bien supérieures à celles observées, mais ce gaz n'apparaît pas. Pour rester invisible, il devrait être ionisé et extrêmement chaud, proche de 10 millions de degrés, émettant un rayonnement en rayon X. Cependant, les observations de galaxies comme Sombrero ne montrent qu'une fraction du gaz prévu. La seule explication plausible est que la chaleur des supernovas ait poussé une grande partie du gaz vers l'extérieur, au-delà du rayon de nos observations. Ces vents entraînés par les supernovas devraient être omniprésents dans des galaxies similaires à la Voie lactée. Mais ici surgit un autre problème. Les supernovas seules ne sont pas suffisamment puissantes pour expulser du gaz des galaxies très massives. Pourtant, dans certains cas, nous observons des halos étendus de rayons X autour de grandes galaxies spirales, signe que l'énergie gravitationnelle et le chauffage par collision peuvent aussi jouer un rôle important. La situation de la Voie lactée est particulièrement complexe parce qu'elle appartient au groupe local, un ensemble de galaxies dominées par la nôtre et par Andromède. Il est possible que de grandes quantités de gaz aient été expulsées dans le milieu intergalactique lors de la formation de la Voie lactée, lorsqu'elle s'est assemblée par la fusion de nombreuses galaxies naines. Certains de ces petits systèmes, pauvres en luminosité, survivent encore aujourd'hui comme des fossiles à l'intérieur de notre halo galactique. Pour compliquer encore davantage le tableau, nous savons que l'histoire d'accrétion de la Voie lactée inclut aussi des galaxies naines qui étaient encore riches en gaz lorsqu'elles ont été absorbées. La formation et l'enrichissement stellaire ont eu lieu tout au long de ce processus de fusion, ce que nous savons grâce à la chimie. Les éléments présents dans les étoiles du halo galactique montrent des tendances similaires à celles observées dans des galaxies naines proches, ce qui indique un lien cosmique commun dans l'abondance d'éléments comme le magnésium et le fer. Toutefois, il existe une différence intéressante. Les galaxies naines ont tendance à présenter une métallicité plus faible. Cela suggère que leur formation a commencé avant celle du disque et du halo stellaire de la Voie lactée. Une grande partie du gaz primordial a été expulsée par des vents entraînés par des supernovas précoces. Les observations de galaxies naines en starburst montrent que la quantité de gaz expulsé peut être comparable à la quantité de gaz converti en étoiles, avec un taux d'expulsion similaire au taux de formation stellaire. Nous savons aussi que les galaxies à faible luminosité de surface sont abondantes dans l'univers. Dans ces systèmes, les supernovas peuvent éliminer une grande partie du gaz primordial. Cependant, ce gaz doit être réintégré par des processus d'accrétion. Sinon, ces galaxies ne suivraient pas la relation observée entre la masse totale, la somme des étoiles plus le gaz et la vitesse de rotation du système, connue sous le nom de relation de Tully-Fisher. De manière surprenante, les galaxies à faible luminosité de surface se situent exactement sur la même relation que les galaxies à disques plus lumineuses, malgré des pressions de gaz très différentes. Cela implique qu'il doit exister un lien physique profond entre la quantité d'étoiles, la quantité de gaz et la densité de surface stellaire du disque. L'équilibre gravitationnel exige que la quantité d'étoiles augmente à mesure que celle du gaz diminue.
Une interprétation possible relie cette relation à l'efficacité de la formation stellaire modulée par le feedback des supernovas, bien qu'il n'existe pas encore de modèle définitif capable de l'expliquer complètement. Les galaxies de type primordial dominent l'extrémité lumineuse de la distribution galactique. Au-delà d'une certaine limite, la luminosité décroît de manière exponentielle avec une valeur caractéristique d'environ 30 milliards de luminosité solaire selon le modèle standard de matière noire froide. Environ 90% des baryons se trouvent dans le milieu intergalactique, formant un immense réservoir de gaz, potentiellement destiné à se refroidir, à s'accréter sur les galaxies et éventuellement à former de nouvelles étoiles. Mais ici apparaît un autre problème majeur. Beaucoup de galaxies massives sont rouges et mortes. Leur formation stellaire s'est arrêtée depuis un âge de Hubble complet. La théorie la plus répandue soutient que la formation des sphéroïdes a été interrompue par les énormes énergies libérées par les noyaux galactiques actifs, capables de chauffer et d'expulser le gaz des halos. Ce qui entre doit aussi sortir. Les outflows provenant de galaxies actives éliminent le gaz des halos, donnant naissance à des elliptiques rouges et anciennes. Ce même problème apparaît également dans les amas de galaxies. Les amas sont remplis de gaz intergalactique chaud qui, inévitablement, devraient se refroidir. Au début, la gravité maintient le gaz chaud, mais une fois que la masse se forme, la principale source de chauffage s'interrompt. Selon la physique de base, le gaz devrait se refroidir, se condenser en nuages, générer de nouvelles étoiles et produire des galaxies bleues. Mais nous n'observons pas que cela se produise. Quelque chose retarde ce refroidissement. Une partie du retard peut être attribuée à des processus gravitationnels, mais ils ne suffisent pas à eux seuls. Les flux de gaz froid ne devraient pas se former en présence d'un chauffage prolongé. Les outflows des noyaux galactiques actifs pourraient fournir un chauffage intermittent qui empêche la formation massive d'étoiles. Cependant, leur effet à lui seul ne suffit pas non plus à expliquer toutes les données observationnelles. Une autre possibilité est que des galaxies actives de faible luminosité, moins spectaculaires mais beaucoup plus nombreuses, soient responsables du maintien du gaz à une température suffisamment élevée pour empêcher son refroidissement pendant de longues périodes. Mais ce gaz ne peut pas être expulsé par des vents, de sorte que les halos des galaxies très massives devraient contenir d'énormes quantités de gaz chaud diffus. Malheureusement, les observations montrent le contraire. Dans les grands sphéroïdes, il existe un déficit marqué de baryons à l'intérieur des halos. Les seules réserves subsistent à l'échelle des groupes sous forme d'étoiles intraclustées et de gaz diffus enrichis en éléments lourds. Un signe évident d'un passé rempli de supernovas. L'enrichissement chimique suggère que l'expulsion du gaz s'est produite très tôt, durant les phases initiales de la formation galactique. Dans le cas des galaxies elliptiques, les outflows générés par des noyaux actifs pourraient fournir l'énergie nécessaire. Les observations de galaxies ultralumineuses dans l'infrarouge, les célèbres ULIRG, montrent des vents extrêmement puissants. Ces galaxies forment des étoiles à des rythmes incroyables, jusqu'à 1000 masses solaires par an. Lorsque nous observons ces conditions extrêmes, nous voyons probablement les dernières phases de la formation des grandes elliptiques. Les vents dans ces galaxies sont presque toujours présents, et souvent, le taux de masse expulsée est comparable au taux de formation stellaire, ce qui suggère que la quantité totale de baryons expulsés est similaire à la masse stellaire finale. Le taux de formation stellaire extrêmement élevé, nécessaire pour construire un énorme sphéroïde à un redshift, peut-il s'expliquer uniquement par la présence d'un noyau galactique actif? La réponse semble être oui, au moins en partie. Les échelles temporelles de formation stellaire dans les grandes galaxies elliptiques sont étonnamment courtes, de l'ordre de 10 millions d'années ou même moins. Les informations chimiques, les couleurs, les spectres et les lignes d'absorption indiquent des populations stellaires très jeunes, formées lors d'épisodes dramatiques. De nombreux ULIRG montrent déjà des noyaux galactiques actifs allumés, ce qui suggère une connexion profonde entre l'accrétion du trou noir et la formation du sphéroïde.
Mais ici nous entrons dans le dilemme classique de l'œuf et de la poule. Qu'arrive-t-il en premier, le noyau actif qui déclenche la formation stellaire ou la formation stellaire qui alimente le noyau actif? Probablement que les deux phénomènes sont liés par une connexion causale complexe, un cycle d'influence mutuelle. Dans les phases riches en gaz, l'énergie produite par les noyaux actifs est énormément supérieure à celle des supernovas. Les supernovas fournissent un feedback négatif qui régule la formation stellaire dans les disques. Mais dans les grands sphéroïdes, ce sont les trous noirs supermassifs qui dominent le feedback. Lorsqu'un trou noir croît suffisamment, son outflow devient si puissant qu'il peut étouffer complètement la formation stellaire. Cela conduit à la corrélation observée entre la masse du trou noir et la dispersion de vitesse du sphéroïde, faisant du trou noir le régulateur final du système. Finalement, tant les immenses explosions de supernovas que les outflows provenant des noyaux galactiques actifs jouent des rôles cruciaux dans la manière dont le feedback détermine la configuration des galaxies à disques. Les supernovas régulent le milieu interstellaire en alimentant des fontaines galactiques qui élèvent du gaz chaud vers le halo, où il se refroidit lentement avant de revenir sous forme de nuages à grande vitesse. En même temps, durant la formation du sphéroïde, la croissance du trou noir central génère des outflows qui stimulent de brefs épisodes de formation stellaire explosive. Les supernovas produites par ces étoiles lancent des vents capables d'influencer même les phases initiales du développement du sphéroïde. Ce n'est que lorsque le trou noir atteint sa masse finale que le vent galactique devient suffisamment puissant pour éteindre définitivement la formation stellaire à l'intérieur du sphéroïde. À ce jour, nous ne possédons toujours pas de modèle computationnel complet, capable de décrire avec précision tous les mécanismes de feedback durant la formation des galaxies, et la situation devient particulièrement délicate lorsqu'on parle de la formation des sphéroïdes. Il manque suffisamment de données pour reproduire dans les modèles tout le spectre des processus physiques nécessaires. La formation stellaire dans les disques, en revanche, est relativement mieux comprise grâce à l'instabilité gravitationnelle globale qui crée des ondes de densité spirale, lesquelles condensent à leur tour des réseaux de nuages moléculaires. L'étape suivante est la fragmentation de ces nuages, la génération de turbulences, la formation de noyaux denses, et finalement, la naissance des étoiles. Pour beaucoup de ces processus, notre connaissance provient davantage des observations et de la phénoménologie que d'une théorie unifiée. Un aspect crucial est que le feedback que nous observons dans l'univers local pourrait ne pas être le même que celui qui opérait dans l'univers primordial. Pour cette raison, toutes les prédictions concernant l'univers à haut redshift, l'univers jeune, doivent être considérées comme des estimations guidées et non comme des certitudes absolues. Surgit alors une question inévitable. L'énergie sombre mérite-t-elle réellement le rôle central que nous lui attribuons dans la cosmologie moderne? Cette question naît d'un problème plus profond. Parviendrons-nous un jour à posséder une théorie définitive de l'énergie sombre et à comprendre pleinement le développement des structures cosmiques? Les modèles inflationnaires peuvent être formulés de nombreuses façons, chacune capable d'expliquer des phénomènes différents selon les préférences théoriques du moment. Pourtant, l'inflation a connu deux succès extraordinaires: expliquer l'uniformité à grande échelle et la distribution des fluctuations primordiales. Aujourd'hui, la cosmologie peut même sembler monotone, parce que presque toutes les données convergent vers un modèle standard, basé sur la matière noire et l'énergie sombre, malgré le fait que toutes deux restent mal comprises. Les recherches futures tentent de réduire les erreurs observationnelles, dans l'espoir de découvrir de nouveaux indices de physique fondamentale, mais affirmer que nous possédons déjà la réponse définitive serait une forme d'arrogance, compte tenu de tout ce que nous ignorons encore sur les conditions initiales du Big Bang. Toute théorie finale incorporera inévitablement le modèle actuel comme un cas particulier à l'intérieur d'un cadre plus vaste. Et puis il y a les idées les plus audacieuses, le voyage dans le temps, le multivers, la possibilité qu'il existe d'innombrables univers avec des lois physiques différentes. Selon certaines interprétations, la seule manière de vérifier de telles idées serait de construire une machine temporelle.
Aucune loi fondamentale de la physique n'interdit le voyage dans le temps. Ce qui l'empêche, c'est seulement notre technologie actuelle. Une possibilité théorique est l'utilisation de trous de verre, des structures prévues par la relativité générale d'Einstein. Un trou de verre serait une connexion entre des régions lointaines de l'espace-temps, potentiellement même entre des univers différents. Personne n'en a jamais observé, mais cela n'empêche pas la physique théorique de les étudier. La plus grande partie de l'univers reste inconnue. Et pour vérifier réellement l'hypothèse du multivers, nous aurions besoin de visiter un autre univers. Est-ce de la science-fiction? Probablement oui, mais ce n'est pas interdit par les lois de la physique. Voyager loin dans l'espace demande du temps, parce que le tissu de l'univers unit espace et temps en un continuum inséparable. Se déplacer dans l'espace signifie aussi se déplacer dans le temps. Cependant, voyager vers le passé crée des paradoxes logiques, comme l'exemple classique du voyageur qui élimine sa propre grand-mère et provoque sa propre disparition. Une solution possible pourrait venir de la mécanique quantique, où l'indétermination empêcherait que de tels paradoxes se matérialisent réellement. Imaginons creuser dans l'espace-temps, en créant un tunnel semblable à un passage souterrain traversant une montagne. Le matériau nécessaire pour soutenir un tel tunnel devrait être extraordinairement résistant, capable de supporter des déformations gravitationnelles extrêmes. Un tel matériau pourrait ressembler à celui nécessaire pour survivre près de l'horizon des événements d'un trou noir. Être et y trouverions-nous des trous de verre naturels? S'il était possible de pousser des particules à l'intérieur d'un trou de verre, elles émergeraient dans une région inconnue de l'espace-temps. Les probabilités qu'elles se rencontrent elles-mêmes durant le trajet seraient pratiquement nulles, évitant ainsi les paradoxes. Bien sûr, nous ne pourrions jamais retrouver la grand-mère. Elle serait dissoute dans un état quantique indistinct. Les tentations du voyage temporel sont infinies. Corriger des erreurs, revoir des décisions passées, assister à la construction des pyramides ou contempler les dinosaures. La physique n'exclut rien de tout cela. Elle dit seulement que nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui. Mais comment construirait-on une telle machine? Il faudrait un trou de verre stable, maintenu, ouvert par une forme de matière exotique, capable de générer une pression négative, la même qui apparaît de manière extrêmement diluée, sous la forme d'énergie sombre. Nous devrions manipuler cette énergie pour empêcher que le trou de verre ne se referme. Le problème est que, une fois ouvert, il absorberait la matière si rapidement qu'il pourrait s'effondrer sur lui-même. Une stratégie alternative serait de trouver un trou de verre déjà existant à l'intérieur d'un énorme trou noir en rotation rapide. Les trous noirs supermassifs, comme celui qui se trouve au centre de la Voie lactée, tournent probablement à grande vitesse, parce que les étoiles dont ils sont issus tournaient elles aussi rapidement. Un trou noir en rotation rapide déforme son horizon des événements jusqu'à le rendre presque transparent dans certaines conditions. Avec des matériaux suffisamment résistants, peut être similaire à ceux des étoiles à neutrons, un vaisseau pourrait le traverser sans être détruit. Est-ce de la science-fiction? Sans aucun doute, mais beaucoup d'idées de Jules Verne semblaient aussi irréelles avant de devenir réalité. L'énergie sombre pourrait, en théorie, servir à maintenir ouvert un trou de verre, mais manipuler une force cosmologique entière est très loin de toute capacité technologique actuelle. Michio Kaku classerait ces technologies comme de type 3, réalisables peu, être après 1 million d'années d'évolution scientifique. Et pourtant, dans l'histoire de la science, les plus grandes erreurs sont souvent venues de ce que l'on considérait comme impossible. Lord Kelvin affirmait que voler était absurde. Einstein doutait de la physique quantique, et Rutherford ne croyait pas à l'énergie nucléaire. Et malgré tout, tout cela a fini par se produire. Nous avons parcouru une distance immense depuis l'époque de Newton, dans notre compréhension du monde physique. Mais que pouvons-nous attendre des prochaines décennies? Peut être une nouvelle théorie cosmologique capable de transformer notre manière de voir l'univers. Une grande partie de ce que nous observons s'intègre déjà assez bien dans le grand schéma de la physique moderne. Mais, comme à l'époque de Newton, il existe des lacunes profondes
qui pourrait annoncer de futures révolutions. Newton avait pressenti, grâce à la gravité, qu'il devait exister un nombre presque infini de corps célestes. La gravité rend inévitable l'instabilité et la formation de planètes et d'étoiles. Mais avec la physique de son temps, il ne pouvait pas expliquer pourquoi certaines choses brillaient. Les étoiles, alors que d'autres non, les planètes. Il fallut attendre 250 ans et la découverte de l'énergie thermonucléaire pour trouver la réponse. Aujourd'hui, le rôle de la matière sombre est similaire à celui de l'énergie thermonucléaire à l'époque de Newton. Tout indique qu'elle existe. De nombreuses preuves indépendantes le confirment, et pourtant nous n'avons toujours identifié aucune particule qui la compose. Cette incertitude a conduit certains astronomes à remettre en question jusqu'à la loi de la gravité à grande échelle. Peut être, disent-ils, que la gravité doit être modifiée et que la matière sombre n'est pas nécessaire. Mais l'énergie sombre se trouve dans une situation encore plus incertaine. Si nous supprimions les données des supernovas qui indiquent l'accélération cosmique, des données qui dépendent de modèles complexes sur leur luminosité, nous pourrions interpréter l'assombrissement observé comme une simple poussière intergalactique, ce qui éliminerait la nécessité d'une expansion accélérée. Cependant, les observations suggèrent clairement qu'environ 2/3 de la densité totale d'énergie de l'univers ne sont pas constituées de matière qui gravite de manière conventionnelle. Il pourrait s'agir d'un champ physique complètement uniforme ou d'une nouvelle forme d'énergie. La constante cosmologique d'Einstein, aussi énigmatique soit-elle, reste l'interprétation la plus simple des données disponibles. Beaucoup de ces réflexions nous ramènent toujours à l'idée du multivers et au principe anthropique. Peut être que les conditions initiales de l'univers ne sont pas une nécessité inévitable, mais une sélection aléatoire parmi un nombre immense. Peut être 10 puissance 500 d'univers possibles, chacun avec des constantes physiques différentes. Dans ce scénario, il ne devrait pas nous surprendre de vivre dans un univers qui permet l'existence d'étoiles, de planètes et de la vie, parce que seulement dans de tels univers quelqu'un pourrait observer ce qui se passe. La cosmologie se heurte inévitablement à des questions philosophiques et même théologiques. Pourquoi existons-nous précisément dans cet univers? Pourquoi les lois physiques ont-elles ces valeurs concrètes, sans observateurs, qui s'en rendraient compte? Les modèles cosmologiques présentent des fissures suffisamment larges pour que ces questions s'y infiltrent. Pendant des siècles, la réponse dominante était que l'être humain n'était pas un simple accident cosmique, que notre monde était d'une certaine manière spécial. Ces derniers temps, cette idée a évolué vers ce que l'on appelle le principe anthropique. Pour les théologiens, c'est fascinant, pour les philosophes stimulant. Mais pour les cosmologistes, c'est souvent un terrain glissant. La science cherche des explications basées sur des lois physiques, non sur des coïncidences ou des nécessités logiques dictées par l'observateur. Pourtant, lorsque nous parlons de l'origine de la vie dans un univers apparu 14 milliards d'années après le Big Bang, les coïncidences deviennent difficiles à ignorer. Rien n'obligeait l'univers à former des étoiles, des galaxies, des planètes, ni des molécules complexes. Et pourtant, nous sommes ici. L'histoire de la science est une histoire de décentrement constant, de la Terre au Soleil, du Soleil à la galaxie, et de la galaxie à l'univers. À chaque étape, nous avons découvert que nous ne sommes au centre de rien. Ce principe, connu sous le nom de principe copernicien, est devenu un pilier de la pensée scientifique. Et pourtant, il existe des limites. Si nous n'avons pas de critères clairs pour définir ce qui est typique, nous risquons de transformer la cosmologie en pure science-fiction. Il est nécessaire de construire un terrain physique solide et de revenir toujours à la réalité observable. Nous ne pouvons pas fonder la cosmologie uniquement sur la gravité et sur la biologie. Le principe anthropique faible dit simplement que l'univers doit être compatible avec notre existence en tant qu'observateur. C'est un argument circulaire, oui, mais il possède une valeur pragmatique. S'il existe de nombreux univers, nous nous trouvons dans celui qui permet notre présence. Dans des théories plus spéculatives, comme certaines versions de la gravité quantique, le multivers apparaît de manière naturelle. On parle d'un nombre presque inimaginable d'univers possibles,
chacun avec des constantes physiques différentes. Étant donné l'immensité de ces possibilités, il est surprenant que notre univers soit précisément adapté pour abriter la vie. Et pourtant il est là. Selon le principe anthropique faible, cela ne nécessite aucune explication spéciale. Nous observons simplement cet univers parce qu'il est le seul dans lequel nous pourrions nous trouver. Et alors surgit la question finale qui flotte en silence. Cette manière de raisonner, est-elle physique ou métaphysique? Il est difficile de le dire, mais sa présence au sein de la cosmologie moderne est indéniable. Pendant ce temps, le Soleil poursuivra sa vie tranquille pendant encore 5 milliards d'années. Il se trouve approximativement à la moitié de son existence. Entre-temps, de nouvelles observations révèlent un nombre toujours plus grand de planètes semblables à la Terre. Beaucoup de ces mondes seront plus anciens que notre propre planète de plusieurs milliards d'années. Avec un avantage temporel aussi immense, qui peut imaginer quel type de civilisation ou de technologie il pourrait avoir développé, cela nous conduit à une autre question inévitable. La formation de la vie est-elle vraiment quelque chose d'aussi improbable? Si les conditions sont adéquates, surgit-elle spontanément, ou s'agit-il d'un événement rare mais possible? La réponse dépend de données que nous n'avons pas encore. Notre exploration de l'univers n'a pas besoin de se limiter à l'espace et au temps tels que nous les concevons aujourd'hui. Peut-être qu'un jour nous trouverons un trou de verre proche ou une singularité nue et apprendrons à l'utiliser. Peut-être développerons-nous la capacité de traverser des univers alternatifs. Peut-être comprendrons-nous la véritable nature de l'énergie sombre et de la matière sombre, ou même observerons-nous directement des phénomènes que nous ne pouvons aujourd'hui qu'imaginer. Le voyage continue. La cosmologie reste l'une des sciences les plus ambitieuses, parce qu'elle tente de répondre non seulement au comment, mais aussi au pourquoi. Et chaque réponse ouvre toujours une nouvelle porte. L'un des plus grands défis de la cosmologie contemporaine est la matière sombre. Environ 90% de la matière de l'univers est invisible, n'interagit pas avec la lumière, et tout ce que nous savons à son sujet provient uniquement des effets gravitationnels qu'elle exerce sur les structures cosmiques. L'hypothèse la plus solide est que la matière sombre soit composée de particules élémentaires faiblement interactives, beaucoup plus légères que le proton et dépourvues de charge électrique. Ce type de particules ne peut pas émettre de rayonnement, ne se refroidit pas, ne s'effondre pas pour former des étoiles et reste diffus, créant des halos autour des galaxies. Dans notre propre galaxie, la Voie lactée, un halo de matière sombre, enveloppe le disque stellaire et s'étend bien au-delà de la région occupée par les étoiles. C'est précisément grâce à la matière sombre que les vitesses orbitales des étoiles éloignées du centre restent élevées au lieu de diminuer comme on pourrait s'y attendre si seule la matière visible existait. Chaque particule possède une contrepartie d'antimatière. Aux premiers instants du Big Bang, particules et antiparticules étaient produites en quantité égale, en parfaite symétrie, mais à mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, la plupart des paires se sont annihilées en transformant leur masse en rayonnement. Pour une raison encore inconnue, une minuscule fraction de matière est restée face à l'antimatière, suffisante pour former tout ce que nous voyons aujourd'hui, galaxies, étoiles, planètes et même nous-mêmes. La même logique s'applique à la matière sombre. Si elle est composée de particules faiblement interactives, alors dans le passé, il a existé une énorme quantité de ces particules et de leurs antiparticules qui se sont annihilées durant les premières phases du cosmos. Beaucoup ont disparu, mais une petite fraction a survécu, laissant un résidu qui constitue aujourd'hui une grande partie de la masse de l'univers. Le nombre de particules survivantes dépend de l'intensité de leurs interactions. Plus elles interagissent faiblement, plus la quantité qui subsiste est grande. C'est ici qu'entre en scène la supersymétrie. La supersymétrie est une théorie qui étend le modèle standard de la physique des particules en proposant l'existence de centaines de nouvelles particules, parmi lesquelles certaines des candidates les plus prometteuses pour expliquer la matière sombre. Selon cette théorie, chaque particule ordinaire possède une superparticule plus lourde.
La matière sombre serait la plus légère et la plus stable de ces superparticules. Un objet neutre, durable et faiblement interactif. L'une des raisons les plus fascinantes de croire en la supersymétrie est le comportement des constantes de couplage des forces fondamentales. À des énergies extrêmement élevées, de l'ordre de billions et billions d'électronvolts, l'intensité des forces semble converger vers une valeur unique. La supersymétrie permet cette convergence parfaite, suggérant un point de grande unification où toutes les forces pourraient devenir une seule. Et c'est précisément à ces énergies que les particules supersymétriques auraient eu leur origine durant les premiers instants du Big Bang. Aujourd'hui, la recherche de la matière sombre se développe sur plusieurs fronts. D'un côté, des expériences comme le Large Hadron Collider du CERN tentent de produire ces particules au moyen de collisions d'énergie extrêmement élevées. Si lors d'une collision nous observons de l'énergie qui disparaît, c'est à dire des particules qui emportent de la quantité de mouvement sans laisser de traces dans les détecteurs, cela pourrait être un signe de production de matière sombre. D'un autre côté, nous pouvons aussi la chercher indirectement, en observant les particules générées lors de son annihilation. Si deux particules de matière sombre entrent en collision, elles pourraient produire des photons gamma, des électrons, des positrons ou des neutrinos. Au centre de la galaxie, où la densité de matière sombre est plus élevée, ces signes pourraient être détectés. En effet, certaines expériences récentes ont observé des excès mystérieux de positrons, bien que leur interprétation reste controversée et qu'ils puissent simplement provenir d'un pulsar proche. Il existe aussi la possibilité d'observer directement les impacts entre particules de matière sombre et noyaux atomiques à l'intérieur d'énormes détecteurs souterrains répartis dans le monde entier. Ces détecteurs sont construits dans des mines profondes pour se protéger du rayonnement cosmique. À l'intérieur, des tonnes de cristaux, des liquides nobles comme l'argon ou le xénon, et d'autres matériaux ultra purs attendent le passage d'une particule sombre. Si une particule de matière sombre frappe un noyau atomique, elle produit un signal minuscule, quelques photons, une oscillation infime d'énergie ou une ionisation presque imperceptible. Reconnaître ces signaux enfouis sous un océan de bruit est l'une des tâches les plus difficiles de la physique moderne. Les interactions de la matière sombre avec le Soleil représentent une autre possibilité fascinante. Certaines particules pourraient être piégées par la gravité solaire, s'accumuler dans le noyau et s'y annihiler, modifiant légèrement le profil thermique du Soleil, un effet que nous pourrions détecter grâce à l'héliosismologie et à l'étude des oscillations solaires. C'est une possibilité lointaine, mais théoriquement passionnante. La matière sombre pourrait aussi produire des signaux à travers l'émission de rayons gamma de haute énergie. Explorer ces signaux nécessite des instruments placés hors de l'atmosphère terrestre, comme le télescope spatial Fermi, qui observe le ciel en rayons gamma avec une sensibilité 100 fois supérieure à celle des missions précédentes. S'il existe un signal provenant de l'annihilation de la matière sombre, Fermi pourrait le détecter. Cependant, il y a un problème important. Les signes attendus sont extrêmement faibles et les premières données suggèrent que, si les indices observés étaient réellement dus à la matière sombre, nous devrions réviser nos hypothèses sur sa distribution. En d'autres termes, la matière sombre pourrait être beaucoup plus irrégulière ou grumeleuse que ne le prédisent les modèles standards. La présence de petits amas denses augmente considérablement la probabilité d'annihilation. Des simulations numériques indiquent que jusqu'à 10% de la matière sombre dans les halos pourrait se trouver sous forme de grumeaux compacts ayant des masses similaires à celles de la Terre, ou même inférieures, bien que leur détection directe soit presque impossible. La situation devient encore plus complexe à proximité des trous noirs. À mesure qu'un trou noir grandit, il attire des particules de matière sombre vers son environnement, augmentant leur densité selon un profil connu sous le nom de spike. Si ce spike existe, le taux d'annihilation pourrait s'amplifier énormément, générant des signaux gamma beaucoup plus intenses. L'exemple le plus intéressant est le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée, avec une masse proche de 4 millions de soleils. S'il possédait un spike significatif de matière sombre, nous devrions déjà observer une source intense de rayons gamma autour de lui,
Mais nous ne la voyons pas. Cela suggère que ce spike a probablement été détruit par des fusions passées avec d'autres trous noirs. Cependant, il existe des trous noirs orphelins qui pourraient avoir conservé leur spike original. Durant la formation hiérarchique de la Voie lactée, de nombreux trous noirs intermédiaires, qui n'ont jamais atteint le centre galactique, sont restés à errer dans le halo. Ces objets pourraient avoir survécu jusqu'à aujourd'hui et représenter des cibles idéales pour rechercher des signaux gamma et des neutrinos. La formation de ces trous noirs intermédiaires est liée aux premières étoiles de l'univers, probablement extrêmement massives. Leur mort a produit les graines à partir desquelles ont grandi les trous noirs les plus grands, les galaxies les plus massives et les quasars les plus brillants, qui se sont formés si rapidement qu'il a dû exister une génération précédente de trous noirs pour expliquer leur croissance. Beaucoup de ces trous noirs ne se sont jamais fusionnés avec le central et demeurent comme des restes fossiles, d'anciennes reliques qui conservent peu, être la signature de la matière sombre primordiale. Malgré toutes ces difficultés, la recherche de la matière sombre reste l'une des entreprises les plus fascinantes de la cosmologie moderne. Les cosmologistes doivent affronter deux types principaux de signaux susceptibles de révéler la présence de cette particule mystérieuse. Le premier est lié à sa distribution irrégulière. La matière sombre forme des grumeaux, des filaments et des sous-structures, et ces petites concentrations peuvent augmenter notablement le taux d'annihilation. Le second est associé à la présence de trous noirs, autour desquels la matière sombre peut se comprimer en spikes de densité extrêmement élevée. Dans les simulations numériques de formation galactique, les halos de matière sombre ne sont jamais uniformes. Ils sont remplis de sous-structures et jusqu'à 10% de la masse totale peut se concentrer en petits amas qui survivent au processus d'agrégation. Ces concentrations augmentent l'émission prévue de rayons gamma provenant de l'annihilation. Cependant, le problème des positrons est encore plus complexe. Les positrons produits par des annihilations ne peuvent pas parcourir de grandes distances parce qu'ils se dispersent dans le gaz interstellaire, perdent de l'énergie et sont déviés par les champs magnétiques. C'est pourquoi leur origine ne peut pas être trop éloignée du point d'observation. La réalité est que le type de signal dépend aussi de l'échelle minimale des fluctuations primordiales. Pour des particules ayant des masses et des interactions typiques, on prévoit un grand nombre de micro-amas de matière sombre avec des masses similaires à celles de la Terre, mais beaucoup de ces grumeaux sont détruits lorsqu'ils passent près des étoiles, surtout dans les régions internes des galaxies. En revanche, survivent ceux qui possèdent des orbites plus périphériques ou des trajectoires qui évitent les disques stellaires. La question s'entrelace inévitablement avec celle des trous noirs. Un trou noir n'absorbe pas seulement du gaz et des étoiles, mais aussi de la matière sombre qui s'accumule dans son potentiel gravitationnel. Durant la croissance du trou noir, une partie de la matière sombre se comprime en formant un spike, c'est à dire un pic de densité très prononcé dans la région environnante. Si un spike intact existe, le taux d'annihilation augmente énormément et peut générer des signaux potentiellement observables. Pour comprendre comment se forment ces spikes, il faut revenir à l'origine des trous noirs. Les trous noirs supermassifs nécessitent la présence de matière baryonique capable de dissiper de l'énergie au moment de l'effondrement. La matière sombre ne peut pas le faire. Elle n'émet pas de lumière, n'interagit pas et ne perd pas d'énergie. Elle ne peut donc pas former de trous noirs par elle-même. Cependant, lorsque la matière baryonique s'effondre et donne naissance à un trou noir, la matière sombre proche est piégée par le puits gravitationnel qui s'approfondit autour de l'objet en formation et une cuspide de matière sombre se crée ainsi, un profil prononcé qui s'étend vers l'extérieur. Ce processus exige que le trou noir croisse lentement afin que la matière sombre puisse répondre de manière presque adiabatique. La croissance peut se produire de plusieurs façons. Accrétion de gaz, fusion avec d'autres trous noirs ou effondrement successif de noyaux stellaires. Il n'existe pas une seule voie évolutive, et la manière dont le trou noir grandit influence profondément la morphologie et la survie du spike. Le problème est que les fusions entre trous noirs détruisent ces pics de densité. Lorsque deux trous noirs se rapprochent et finissent par fusionner,
Leur mouvement orbital et la turbulence gravitationnelle balayent les accumulations de matière sombre environnante, aplatissant le profil. Après la fusion, le nouveau trou noir résultant peut ne pas conserver de spic significatif. Cela pourrait être ce qui est arrivé au trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Si son spic original a été détruit lors d'une fusion passée, nous ne devrions pas attendre un signal gamma particulièrement intense. Et en effet, nous ne l'observons pas. Mais tous les trous noirs ne participent pas à des fusions centrales. Durant la croissance hiérarchique de notre galaxie, de nombreux trous noirs intermédiaires ont été expulsés ou sont restés isolés sur des orbites périphériques sans jamais atteindre le centre. Ces trous noirs errants sont des reliques précieuses. N'ayant pas subi de fusion, ils pourraient encore conserver leurs spikes de matière sombre intacts et, si tel est le cas, ils seraient les meilleurs candidats pour révéler des signaux d'annihilation. Certains pourraient se trouver dans le halo de la Voie lactée, errant comme des objets invisibles et silencieux, tandis que d'autres ont être été projetés dans l'espace intergalactique lorsque des fusions antérieures leur ont transmis des impulsions de recul qui les ont expulsés de leur galaxie hôte. Même ceux-ci pourraient retenir une partie de leur spike, bien que réduite. Comprendre combien de ces trous noirs intermédiaires existent encore aujourd'hui est une tâche difficile. Mais si nous parvenions à les trouver, ils pourraient représenter une fenêtre unique sur l'univers primordial. La matière sombre accumulée autour d'eux pourrait être la même que celle qui peuplait les premiers halos, conservée presque sans changement depuis lors. Cette possibilité est fascinante. Un fossile cosmique, non fait de roche ni de glace, mais de matière sombre. Cependant, il existe une seconde complication importante. Les conditions physiques de l'univers primordial étaient extrêmement différentes de celles d'aujourd'hui. Les premières étoiles, connues sous le nom de population 3, étaient probablement énormes, beaucoup plus massives que les étoiles modernes. Elles consommaient leur combustible en des temps très courts et explosaient en supernovas hyper-énergétiques, laissant derrière elles des trous noirs avec des masses de centaines ou même de milliers de soleils. Ces trous noirs pourraient avoir donné naissance à la fois aux trous noirs supermassifs que nous observons aujourd'hui dans les centres galactiques et à la population dispersée de trous noirs intermédiaires dans les halos. Les quasars primordiaux observés à un redshift 6 ou supérieur montrent des trous noirs avec des masses de milliards de soleils, alors que l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Une croissance aussi rapide nécessite des graines massives. Il est improbable qu'un trou noir stellaire typique, avec seulement quelques dizaines de masses solaires, ait pu atteindre de telles dimensions en si peu de temps. C'est pourquoi les trous noirs intermédiaires deviennent une pièce essentielle de l'histoire cosmique. Beaucoup de ces noyaux initiaux, cependant, ne se sont jamais intégrés dans les trous noirs centraux et sont restés isolés. Dans un univers qui évolue par agrégation hiérarchique, de nombreux objets sont absorbés, mais beaucoup d'autres restent aux marges et certains pourraient avoir survécu jusqu'à aujourd'hui. Leurs spikes de matière sombre représenteraient une signature unique des phases initiales de l'univers. Chercher ces objets, les identifier et comprendre leur distribution serait comme retrouver des chapitres perdus d'un ancien livre sur lequel s'est construite la structure moderne des galaxies. Nous nous trouvons face à un domaine où la physique des particules, la relativité générale, la cosmologie et l'astrophysique galactique s'entrelacent de manière inséparable. Chaque avancée dans un domaine ouvre de nouvelles questions dans un autre, et la matière sombre reste le fil conducteur, la grande protagoniste invisible. La recherche de trous noirs intermédiaires soulève inévitablement une autre question cruciale. Comment distinguer un signal provenant d'un spic de matière sombre de celui généré par des processus astrophysiques ordinaires? C'est un défi immense, parce que l'univers est rempli de sources de rayons gamma, de neutrinos et d'émissions de haute énergie comme les pulsars, les restes de supernovas, les étoiles à neutrons ou les interactions de rayons cosmiques. Tout cela produit des signaux qui peuvent facilement masquer ou imiter ceux de la matière sombre. C'est pourquoi la recherche de spikes ne se limite pas aux instruments gamma.
Il est nécessaire de croiser les données avec des observations dans d'autres bandes du spectre électromagnétique, avec des simulations dynamiques de halos galactiques, avec des modèles de formation de trous noirs, et même avec des mesures de micro-lentilles gravitationnelles. Cet effet, en particulier, peut révéler des objets compacts invisibles grâce à la distorsion de la lumière d'étoiles lointaines. Un trou noir intermédiaire qui traverse la ligne de visée pourrait produire une variation de luminosité détectable. Ce ne serait pas une preuve directe de la matière sombre, mais cela aiderait à identifier des candidats. De plus, l'orbite d'un trou noir intermédiaire à l'intérieur du halo peut être modélisée statistiquement. Sa vitesse, la possibilité qu'il traverse le disque galactique, la probabilité qu'il interagisse avec d'autres étoiles ou des nuages moléculaires. Si son spike de matière sombre survit à toutes ces perturbations, l'émission gamma prévue serait beaucoup plus intense que partout ailleurs dans le halo. À cela s'ajoute le fait que la structure interne du spike dépend aussi de la nature même de la matière sombre. Si la particule est légère, le spike sera plus diffus. Si elle est lourde, il sera plus compact. S'il existe plusieurs espèces de matière sombre, ce qui ne peut être exclu, le spike pourrait avoir plusieurs composantes, chacune avec des signaux différents. Ces complexités transforment la prédiction des signaux en un exercice risqué, mais c'est précisément là que réside l'attrait de cette recherche, un mystère cosmique qui exige de réunir algorithmes, observations, modèles de physique fondamentale et simulation de l'univers primordial. Une autre incertitude importante concerne la physique des hautes énergies. La théorie de la supersymétrie est élégante et puissante, mais elle pourrait ne pas être la réponse définitive. Il existe des versions modifiées ou alternatives qui prédisent des masses et des interactions différentes. Dans certains modèles, la matière sombre serait formée par plusieurs espèces de particules ayant des fonctions distinctes. Dans d'autres, elle pourrait être quelque chose de complètement exotique, comme des actions ou des particules ultralégères formant des ondes quantiques étendues à grande échelle. Chaque hypothèse implique une morphologie différente des spikes autour des trous noirs. Si, par exemple, la matière sombre était composée de particules extrêmement légères, le spike ne serait pas pointu, mais plus doux, avec une densité qui augmente progressivement vers l'intérieur. Dans ce cas, les signaux ne seraient pas ponctuels, mais diffus, et leur détection nécessiterait des cartographies du ciel gamma avec une résolution extraordinairement élevée. Si, au contraire, la matière sombre était constituée de particules lourdes, les spikes seraient extrêmement denses, avec des signaux gamma plus intenses, mais aussi plus rares. La complexité du problème exige une approche véritablement interdisciplinaire. Les astrophysiciens, qui étudient la dynamique des galaxies, collaborent avec des physiciens des particules qui modélisent les interactions fondamentales. Les cosmologistes construisent des simulations de l'univers primordial, tandis que les astronomes observationnels recherchent des signaux dans toutes les bandes du spectre. Les experts en relativité générale analysent la manière dont les spikes se déforment lorsque le trou noir grandit ou se déplace. C'est une danse complexe entre théorie et observation. Peu de domaines de la physique moderne rassemblent autant de disciplines que la recherche sur la matière sombre. Le rôle des trous noirs intermédiaires devient particulièrement intrigant pour une raison supplémentaire. Ils pourraient être responsables d'une fraction des événements d'ondes gravitationnelles détectés par LIGO et Virgo. Lorsque deux trous noirs de masse intermédiaire fusionnent, ils génèrent un signal gravitationnel très caractéristique. Analyser ces signaux nous offre une fenêtre directe sur l'univers sombre. Leur distribution, leur masse et la fréquence de leur fusion pourraient révéler s'ils sont réellement des restes d'étoiles primordiales ou s'ils appartiennent à des populations plus récentes. Si nous parvenions à relier ces événements à des simulations de la croissance des halos, nous pourrions déduire quelle quantité de matière sombre était disponible durant les premières époques cosmiques. Les ondes gravitationnelles deviendraient ainsi un nouvel outil pour explorer la physique obscure. Et cela est véritablement étonnant. Des phénomènes totalement invisibles pourraient être détectés à travers les vibrations mêmes de l'espace-temps. Le panorama qui émerge est celui d'un univers dans lequel la matière sombre n'est pas un élément passif, mais une protagoniste active.
Elle influence la formation des galaxies et des trous noirs, la structure des halos et la dynamique stellaire. Son rôle ressemble à celui d'un squelette cosmique, une structure invisible mais essentielle qui soutient tout le reste. À ce stade de notre histoire cosmique, nous faisons face à une énigme fascinante. Nous savons que la matière sombre existe. Nous savons qu'elle constitue la plus grande partie de la masse de l'univers. Et nous savons qu'elle modèle le cosmos à toutes les échelles. Et pourtant nous ignorons sa nature fondamentale. C'est une situation paradoxale. Plus notre cosmologie devient précise, plus la composition de l'univers semble mystérieuse. Beaucoup de scientifiques pensent que la solution viendra d'une théorie plus profonde, capable d'unifier les forces de la nature. La supersymétrie pourrait être cette théorie ou peut être seulement un signe pointant vers quelque chose d'encore plus radical. Les théories de grande unification prédisent des échelles d'énergie si élevées qu'elles restent inaccessibles à tout accélérateur que nous pourrions construire sur Terre. Entre-temps, nous devons faire confiance à l'univers lui-même comme laboratoire naturel. Les conditions extrêmement énergétiques du Big Bang sont impossibles à reproduire, mais leurs effets restent visibles dans les structures cosmiques. Et ici, nous revenons à la question fondamentale. Quelle est la véritable nature de l'univers? Est-il réellement composé en grande partie de matière invisible et d'une énergie sombre encore plus énigmatique, ou interprétons-nous mal les données et avons-nous besoin d'une nouvelle théorie de la gravité? Les réponses ne sont pas encore claires, mais une chose est certaine. Nous vivons l'une des époques les plus fascinantes de la cosmologie moderne. L'univers est devenu notre laboratoire. Les galaxies, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, les rayons gamma et les fluctuations du fond cosmique contiennent des informations et parlent constamment. Il dépend de nous d'apprendre à les déchiffrer. La cosmologie, aussi complexe soit-elle, reste une entreprise profondément humaine. L'univers est immense, silencieux et ancien, et pourtant, dans notre tentative de le comprendre, nous cherchons toujours quelque chose de nous-mêmes. Chaque question sur la matière sombre, l'énergie sombre, les trous noirs ou les constantes physiques est aussi une question sur pourquoi nous sommes ici, sur la manière dont la réalité a adopté cette forme et non une autre, sur ce que signifie exister dans un cosmos gouverné par des lois qui semblent à la fois parfaites et impénétrables. Les implications philosophiques ne sont jamais loin. Nous ne pouvons pas étudier le cosmos sans nous confronter au fait que toute observation requiert un observateur. Et pourtant, du point de vue physique, l'univers n'a pas besoin de la vie. La vie est une conséquence, non un objectif. Et pourtant nous sommes ici, réfléchissant à l'origine même de l'univers. Ce contraste transforme la cosmologie en l'une des sciences les plus chargées de sens, parce qu'elle unit équation et observation à un désir profondément humain de comprendre d'où nous venons. Nous savons que l'univers s'est étendu à partir d'un plasma primordial dense et chaud. Les minuscules fluctuations de température du fond diffus cosmologique sont les empreintes digitales de notre passé le plus lointain. Ces fluctuations, amplifiées par la gravité de la matière sombre, ont donné naissance aux premières structures, de petits halos, puis des galaxies, ensuite des groupes et des amas. Tout ce que nous voyons aujourd'hui descend de ces minuscules différences de température, de l'ordre d'une partie sur 100 000. Il est extraordinaire de penser que tout ce qui existe, des étoiles et des planètes jusqu'à la chimie de la vie, aux théories philosophiques et aux œuvres d'art, provient de petites ondulations dans un océan de rayonnement primordial. Les structures cosmiques ont grandi grâce à la compétition entre la gravité et la pression, entre l'effondrement et l'expansion. La matière sombre, dépourvue de pression, a commencé à s'agréger en premier. La matière ordinaire, plus difficile à refroidir, a mis plus de temps. Les premières étoiles sont nées lorsque les halos de matière sombre ont attiré suffisamment de gaz pour atteindre des densités et des températures capables d'initier la fusion nucléaire. La fusion a généré la lumière, et la lumière a transformé l'univers. Les photons émis par les premières étoiles ont ionisé le gaz environnant, rendant l'univers transparent d'une manière différente de ce qu'il avait été durant les 380 000 premières années après le Big Bang. Le rayonnement ultraviolet
a détruit des molécules fragiles et déclenché de nouvelles réactions chimiques. Imagine pouvoir voir l'univers non pas comme aujourd'hui, mais tel qu'il était à ses débuts. Un lieu où les galaxies n'étaient pas encore des formes élégantes et tranquilles, mais des créatures sauvages et immenses, lancées dans une course désespérée pour naître avant de mourir. Un univers où tout était plus dense, plus violent, plus brillant et plus mystérieux. Les galaxies elliptiques géantes, ces colosses silencieux que nous observons aujourd'hui immobiles et rougeâtres, naissent en réalité en un instant. Non pas en milliards d'années comme la Voie lactée, mais en à peine 100 millions d'années. Un simple clignement cosmique. Comment cela est-il possible? Pourquoi ces cités d'étoiles, si vastes qu'elles semblent éternelles, se sont-elles formées plus rapidement que toute autre structure connue, et quelle force a laissé en elles une signature chimique si précise et indélébile, gravant dans la matière un moment de naissance presque instantané? La réponse pourrait se cacher au cœur sombre de chaque galaxie, un monstre invisible, un trou noir supermassif, capable de modeler la matière et de décider du destin des étoiles avant même qu'elles ne naissent. Voici le voyage que tu es sur le point d'écouter. Un voyage vers le passé lointain, à la recherche de l'origine des premières galaxies, de leurs explosions, de leur fusion et du rôle secret des trous noirs. Un voyage vers l'instant où l'univers a décidé de sa forme. La science des galaxies sphéroïdales soulève des questions incroyablement difficiles. Lorsque nous tentons de modéliser l'évolution du cosmos, le problème devient encore plus complexe, parce que les galaxies elliptiques ont grandi très loin de nous, et dans un passé extrêmement reculé. C'est pourquoi les données capables de révéler leur structure sont fragmentaires et peu claires. Pourtant, il existe des relations subtiles mais réelles entre certaines caractéristiques mesurées des galaxies qui suggèrent l'existence d'éléments cachés connectés entre eux. L'une de ces relations est connue sous le nom de plan fondamental des galaxies elliptiques. Ce plan combine 3 quantités observables: la taille, l'extension et la vitesse des étoiles, ainsi que la masse stellaire totale de la galaxie. Si nous représentons ces mesures dans un espace tridimensionnel, nous découvrons que les galaxies se distribuent sur un plan bidimensionnel, ce qui indique que ces valeurs sont liées par un processus commun. La manière dont cet alignement est apparu reste une énigme. La seule certitude est que les galaxies elliptiques observées aujourd'hui croissent et évoluent extrêmement lentement, de sorte que toute relation entre leurs caractéristiques a dû être inscrite dès le moment de leur naissance. Les associations entre ces propriétés imposent des limites observationnelles sur la manière dont la masse stellaire s'est accumulée avec le temps. Nous aimerions comparer les instantanés du passé obtenus à partir de ces relations d'échelle avec des modèles de formation et d'évolution, mais contrairement aux galaxies à disques, pour lesquelles existe une théorie plus solide de la formation stellaire, dans les galaxies sphéroïdales, nous ne disposons toujours pas d'un modèle fondamental expliquant complètement leur incertitude dynamique et la configuration de leurs étoiles. Pour l'instant, nous devons nous appuyer sur des idées phénoménologiques selon lesquelles les fusions contrôlent le réservoir de gaz dont naissent les étoiles. Les fusions sans gaz sont appelées fusions sèches, tandis que celles qui contiennent du gaz sont dites humides. Les fusions humides incluent une formation stellaire active et provoquent de nombreux changements dans la morphologie galactique. Les simulations montrent que les fusions sèches, ou partiellement sèches, ont joué un rôle vital à un redshift 2, déterminant de nombreuses propriétés morphologiques des grandes galaxies elliptiques. Il faut également considérer l'apport des fusions mineures riches en gaz, qui représentent l'une des principales voies pour alimenter en matière fraîche l'intérieur d'une galaxie elliptique massive. On parle de fusion mineure lorsque le rapport de masse entre les deux objets est inférieur à environ 1/10. Les fusions riches en gaz fournissent le matériau qui se condense ensuite en nouvelles étoiles. Le plus important est que la violence de la fusion comprime le gaz et le fait précipiter vers les régions centrales de la galaxie en formation. Une fois qu'une masse suffisante de gaz s'est accumulée, la formation stellaire commence de manière rapide et intense. Le temps nécessaire à la naissance des étoiles peut être déduit en analysant la composition chimique des populations stellaires. Des éléments comme le magnésium et l'oxygène sont produits par des étoiles massives
qui explosent en supernova, ce qui indique une vie très brève d'à peine 100 millions d'années. C'est pourquoi le magnésium présent dans les étoiles s'est formé très tôt dans la vie de la galaxie. Des éléments comme le fer, en revanche, sont également produits dans des supernovas issus d'étoiles de faible masse et de longue durée de vie, et il faut des milliards d'années pour en accumuler des quantités significatives. Ainsi, observer la proportion entre magnésium et fer dans des étoiles lointaines nous fournit une véritable horloge archéologique, révélant combien de temps a duré la phase de formation stellaire. Le rapport observé dans le Soleil indique par exemple que notre étoile s'est formée il y a environ 4 milliards 600 millions d'années, une valeur très élevée, signal des temps de formation extrêmement rapides. Nous découvrons ainsi que les grandes galaxies elliptiques ont dû se former en moins de 100 millions d'années, tandis que les galaxies à disque le font sur des milliards d'années. Cette donnée coïncide avec le temps d'effondrement gravitationnel d'une galaxie massive, qui se situe lui aussi autour de 100 millions d'années. De tout cela, nous déduisons que les grandes elliptiques ont formé la majeure partie de leurs étoiles, de manière presque monolithique, lors d'un unique effondrement initial. Naturellement, le gaz a dû s'accumuler pendant un certain temps avant de commencer à former des étoiles, mais les données chimiques et les temps d'effondrement gravitationnel conduisent à une conclusion surprenante. Pendant longtemps, on a cru que plus une galaxie était grande, plus elle se formerait tard, ce qui est correct si l'on parle de halos de matière sombre. Cependant, les observations montrent le contraire. Le gaz forme des étoiles très rapidement, en un temps comparable au temps dynamique d'une galaxie massive. Cela implique que la formation stellaire n'a pas pu commencer beaucoup plus tôt, lorsque le gaz était encore distribué en petits fragments, empêchant un effondrement rapide. La concordance entre les temps déduits, à partir de la chimie, et ceux obtenus par les masses et les dimensions, soutient fortement l'hypothèse de l'effondrement monolithique. Mais cela pose une question cruciale. Pourquoi précisément un effondrement monolithique? Nous pouvons supposer que la présence de la bête centrale, le trou noir supermassif au cœur de la galaxie, fait la différence. Les trous noirs supermassifs se trouvent au centre des bulbes galactiques et sont aussi la source des noyaux galactiques actifs. Ils accumulent du gaz de leur environnement et sont presque toujours associés à d'énormes flux de sortie. Si les fusions mineures et l'accumulation lente fournissent le gaz, il faut un mécanisme supplémentaire pour expliquer ce que nous observons, et c'est ici que les trous noirs supermassifs pourraient représenter le chaînon manquant dans le mystère de la formation des galaxies elliptiques. Un point crucial issu des observations est une corrélation surprenante. La masse du trou noir supermassif au centre d'une galaxie est liée à la masse totale de son bulbe stellaire. Cette relation n'a de sens que si les deux structures se sont formées ensemble, comme deux aspects d'un même processus primordial dans les régions les plus lointaines de l'univers. Des mesures détaillées des vitesses stellaires, de la taille des bulbes et des masses des trous noirs montrent un lien extrêmement étroit entre les noyaux galactiques actifs et la formation des composantes sphéroïdales. D'autre part, nous savons bien que la formation stellaire dans les galaxies à disques est un processus inefficace. Il est presque frustrant de constater à quel point le temps nécessaire pour convertir le gaz en étoile est lent. Dans la Voie lactée, par exemple, nous parlons de plusieurs milliards d'années, un ordre de grandeur supérieur au temps orbital de la galaxie. Ce ralentissement n'est pas une erreur de calcul, mais le résultat de ce que l'on appelle le feedback stellaire, un mécanisme complexe qui agit sur les nuages de gaz et empêche leur effondrement trop rapide. Le feedback fonctionne de la manière suivante. Les étoiles se forment avec des masses différentes, et les plus massives grandissent et meurent beaucoup plus vite, en seulement quelques millions d'années. Elles consomment d'énormes quantités d'énergie et, lorsqu'elles épuisent leur combustible nucléaire, s'effondrent sur elles-mêmes et explosent en supernova. Ces explosions expulsent vers l'extérieur un matériau radioactif qui se transforme plus tard en éléments solides comme le fer, le carbone et l'oxygène. La matière chaude est éjectée dans une enveloppe en expansion
qui ne s'arrête que lorsqu'elle rencontre la pression du gaz interstellaire environnant. Mais ce processus n'est pas calme, il est hautement instable. Des langues de gaz froid et dense pénètrent dans le gaz chaud et diffus, et l'enveloppe se fragmente en dispersant des débris dans le milieu interstellaire. Les nuages s'enrichissent de ces matériaux et sont en même temps perturbés par l'énergie des explosions. La formation d'étoiles ralentit, et ce n'est pas la seule source de feedback. La rotation même de la galaxie mélange les mouvements des nuages. Lorsqu'un nuage migre vers une orbite plus interne, sa vitesse augmente par rapport aux nuages proches en raison de la conservation du moment angulaire. C'est comme une pierre attachée à une corde. Plus la corde est courte, plus elle tourne vite. Ces changements de vitesse stimulent encore davantage les nuages et augmentent la turbulence. À cela s'ajoute l'effet des champs magnétiques. Les lignes magnétiques enveloppent le gaz interstellaire et lorsque les nuages se contractent, elles tordent et compriment les champs jusqu'à les rompre, libérant encore plus d'énergie. L'ensemble de ces processus prolonge la durée de vie des nuages d'un ordre de grandeur par rapport à leur temps de chute libre. Les nuages deviennent turbulents, supersoniques, et cette pression interne contrebalance la gravité. La formation stellaire devient un processus autorégulé à l'échelle globale. Cette autorégulation est dominée par le temps de formation stellaire et par la quantité de gaz disponible. La formation d'étoiles consomme le gaz et, en même temps, la dynamique entre étoiles jeunes et nuages moléculaires réchauffe le disque et maintient la galaxie instable. Pour soutenir cette instabilité, un apport continu de gaz frais est nécessaire, arrivant par accrétion depuis le halo et à travers des fusions mineures. Tous ces processus rendent le gaz extrêmement turbulent. Les simulations numériques le montrent clairement. Les vitesses internes des nuages reflètent une turbulence supersonique qui aide à expliquer comment ils peuvent survivre pendant de longues périodes sans s'effondrer complètement. Cependant, ce que nous ne comprenons pas encore totalement, c'est la manière dont ce mouvement chaotique est maintenu à l'échelle galactique. La turbulence devrait se dissiper en des temps relativement courts, et pourtant elle continue de se régénérer constamment. L'étude des galaxies sphéroïdales offre un indice sur la manière dont fonctionne le feedback à l'échelle cosmique. Il existe quelques idées simples qui aident à comprendre le panorama général. La faible efficacité de la formation stellaire dans les disques conduit à une conclusion élégante. Seulement environ 2% du gaz disponible se transforme en étoile durant chaque temps de rotation galactique. De plus, la fraction d'énergie de supernova, qui contribue réellement à mettre en mouvement le gaz interstellaire, peut être estimée en comparant la vitesse de dispersion du gaz dans les nuages avec la vitesse à laquelle les restes de supernova transfèrent leur impulsion lorsqu'ils balayent le gaz environnant. Au début, un reste de supernova s'étend à environ 20 000 km par seconde, puis ralentit jusqu'à environ 400 lorsqu'il a incorporé suffisamment de gaz. C'est durant cette décélération qu'il transfère son moment au milieu interstellaire. Le rapport entre ces vitesses correspond de manière surprenante à l'inefficacité observée dans la formation stellaire. Tout s'accorde si l'on accepte que les supernovas soient une source primaire de mouvements turbulents dans les nuages. Le résultat est un mécanisme d'autorégulation. La formation de nouvelles étoiles produit des supernovas qui, à leur tour, freinent la formation stellaire ultérieure. C'est un cycle naturel, élégant et robuste. Mais il existe un problème important. Le disque galactique n'est pas un système fermé. Les supernovas peuvent expulser du gaz hors du disque vers le halo galactique dans une sorte de fontaine galactique. Ces fontaines se refroidissent lentement, puis retombent vers le disque, alimentant le cycle continu qui maintient la galaxie en vie. La Voie lactée est un exemple parfait de ce processus. Les prédictions cosmologiques basées sur la nucléosynthèse du Big Bang indiquent combien de matière ordinaire, les baryons, devraient exister dans l'univers. Mais lorsque nous comparons cette quantité avec ce que nous observons dans les galaxies, nous découvrons qu'une énorme fraction de matière manque. Où sont passés les baryons? Une possibilité est l'existence de halos compacts appelés MACHO, bien que les preuves soient rares. Une hypothèse plus réaliste suggère que la majeure partie des baryons disparus se trouve sous forme de gaz diffus à des millions de degrés
dans les modèles de matière noire froide. Sur 10 milliards d'années, davantage de gaz aurait dû s'accumuler dans les halos, portant la masse totale de gaz dans les galaxies à des valeurs bien supérieures à celles observées, mais ce gaz n'apparaît pas. Pour rester invisible, il devrait être ionisé et extrêmement chaud, proche de 10 millions de degrés, émettant des rayons X. Pourtant, les observations de galaxies comme Sombrero ne montrent qu'une fraction du gaz attendu. L'explication la plus plausible est que la chaleur des supernovas ait expulsé une grande partie du gaz vers l'extérieur. Au-delà de la portée de nos observations, ces vents entraînés par les supernovas devraient être omniprésents dans des galaxies similaires à la Voie lactée. Mais un autre problème apparaît. Les supernovas seules ne sont pas suffisamment puissantes pour expulser du gaz des galaxies très massives. Malgré cela, dans certains cas, nous observons des halos étendus de rayons X autour de grandes galaxies spirales, signe que l'énergie gravitationnelle et le chauffage par collision peuvent aussi jouer un rôle important. La situation de la Voie lactée est particulièrement complexe parce qu'elle appartient au groupe local, un ensemble dominé par notre galaxie et par Andromède. Il est possible que de grandes quantités de gaz aient été expulsées dans le milieu intergalactique durant la formation de la Voie lactée, lorsqu'elle s'est assemblée par la fusion de nombreuses galaxies naines. Certains de ces petits systèmes, pauvres en luminosité, survivent encore comme des fossiles dans notre halo galactique. Pour compliquer encore davantage le scénario, nous savons que l'histoire d'accrétion de la Voie lactée inclut des galaxies naines encore riches en gaz lorsqu'elles ont été absorbées. La formation et l'enrichissement stellaire ont eu lieu durant tout ce processus de fusion, ce que nous savons grâce à la chimie. Les éléments présents dans les étoiles du halo galactique montrent des tendances similaires à celles observées dans des galaxies naines proches, ce qui indique un lien cosmique commun dans l'abondance d'éléments comme le magnésium et le fer. Cependant, il existe une différence intéressante, ce qui suggère que leur formation a commencé avant celle du disque et du halo stellaire de la Voie lactée. Une grande partie du gaz primordial a été expulsée par des vents entraînés par des supernovas précoces. Les observations de galaxies naines starburst montrent que la quantité de gaz expulsée peut être comparable à la quantité convertie en étoiles, avec un taux d'expulsion similaire au taux de formation stellaire. Nous savons également que les galaxies à faible luminosité de surface sont abondantes dans l'univers. Dans ces systèmes, les supernovas peuvent éliminer une grande partie du gaz primordial. Cependant, ce gaz doit être réintégré par accrétion. Sinon, ces galaxies ne suivraient pas la relation observée entre masse totale, somme des étoiles et du gaz, et vitesse de rotation du système, connue sous le nom de relation de Tully-Fisher. De manière surprenante, les galaxies à faible luminosité de surface se situent exactement sur la même relation que les galaxies à disque plus lumineuses, malgré des pressions de gaz très différentes. Cela implique qu'il existe un lien physique profond entre la quantité d'étoiles, la quantité de gaz et la densité de surface stellaire du disque. L'équilibre gravitationnel exige que la quantité d'étoiles augmente à mesure que celle du gaz diminue. Une interprétation possible relie cette relation à l'efficacité de la formation stellaire modulée par le feedback des supernovas, bien qu'il n'existe pas encore de modèle définitif. Les galaxies de type primordial dominent l'extrémité lumineuse de la distribution galactique. Au-delà d'une certaine limite, la luminosité diminue de manière exponentielle, avec une valeur caractéristique d'environ 30 milliards de luminosité solaire, selon le modèle standard de matière noire froide. Environ 90% des baryons se trouvent dans le milieu intergalactique, formant un immense réservoir de gaz potentiellement destiné à se refroidir, à s'accréter sur les galaxies et finalement à former de nouvelles étoiles. Cependant, nous observons un problème. Beaucoup de galaxies massives sont rouges et mortes, et leur formation stellaire s'est arrêtée depuis un âge de Hubble complet. La théorie la plus acceptée soutient que la formation des sphéroïdes a été interrompue par les énormes énergies libérées par les noyaux galactiques actifs, capables de chauffer et d'expulser le gaz des halos. Ce qui entre doit aussi sortir. Les outflows provenant de galaxies actives éliminent le gaz des halos,
donnant naissance à des elliptiques rouges et anciennes. Ce même problème apparaît aussi dans les amas de galaxies. Les amas sont remplis de gaz intergalactiques chauds qui devraient inévitablement se refroidir. Au début, la gravité maintient le gaz chaud, mais une fois l'amas formé, la principale source de chauffage disparaît. Selon la physique de base, le gaz devrait se refroidir, se condenser en nuages, générer de nouvelles étoiles et produire des galaxies bleues. Mais nous ne l'observons pas. Quelque chose retarde ce refroidissement. Une partie du retard peut être attribuée à des processus gravitationnels. Mais ils ne suffisent pas à eux seuls. Les flux de gaz froid ne devraient pas se former s'il existe un chauffage prolongé. Les outflows des noyaux galactiques actifs pourraient fournir un chauffage intermittent qui empêche la formation massive d'étoiles, bien que leur effet seul n'explique pas toutes les données. Une autre possibilité est que des galaxies actives de faible luminosité, moins spectaculaires mais nombreuses, maintiennent le gaz suffisamment chaud pour empêcher son refroidissement durant de longues périodes. Pourtant, ce gaz ne peut pas être expulsé par des vents, de sorte que les halos de galaxies très massives devraient contenir d'énormes quantités de gaz chaud diffus. Malheureusement, les observations montrent le contraire. Dans les grands sphéroïdes, il existe un déficit marqué de baryons à l'intérieur des halos. Les seules réserves subsistent à l'échelle des groupes sous forme d'étoiles intraclustées et de gaz diffus enrichis en éléments lourds, signe évident d'un passé rempli de supernovas. L'enrichissement chimique suggère que l'expulsion du gaz s'est produite très tôt durant les phases initiales de la formation galactique. Dans le cas des galaxies elliptiques, les outflows générés par des noyaux actifs pourraient fournir l'énergie nécessaire. Les observations de galaxies ultralumineuses dans l'infrarouge, les célèbres ULIRG, montrent des vents extrêmement puissants. Ces galaxies forment des étoiles à des rythmes incroyables, jusqu'à 1000 masses solaires par an. Lorsque nous observons ces conditions extrêmes, nous voyons probablement les dernières phases de la formation des grandes galaxies elliptiques. Les vents dans ces galaxies sont presque toujours présents et, souvent, le taux de masse expulsée est comparable au taux de formation stellaire, ce qui suggère que la quantité totale de baryons expulsés pourrait être similaire à la masse stellaire finale. Cela soulève une question cruciale. Le rythme extrêmement élevé de formation stellaire, nécessaire pour construire un sphéroïde immense à un redshift 2, peut-il s'expliquer uniquement par la présence d'un noyau galactique actif? La réponse semble être oui, au moins en partie. Les échelles temporelles de formation stellaire dans les grandes galaxies elliptiques sont étonnamment courtes, de l'ordre de 10 millions d'années ou un peu plus. Les informations chimiques, les couleurs, les spectres et les lignes d'absorption indiquent des populations stellaires très jeunes, formées lors d'épisodes dramatiques. De nombreux ULIRG montrent des noyaux galactiques actifs déjà allumés, suggérant une connexion profonde entre la croissance du trou noir et la formation du sphéroïde. Mais ici, nous entrons dans le dilemme classique de l'œuf et de la poule. Qu'arrive-t-il en premier, le noyau actif qui déclenche la formation stellaire ou la formation stellaire qui alimente le noyau actif? Probablement que les deux phénomènes sont liés par une relation causale complexe, un cycle de rétroaction mutuelle. Dans les phases riches en gaz, l'énergie produite par les noyaux actifs est énormément supérieure à celle des supernovas. Les supernovas fournissent un feedback négatif qui régule la formation stellaire dans les disques, mais dans les grands sphéroïdes, ce sont les trous noirs supermassifs qui dominent ce feedback. Lorsqu'un trou noir croît suffisamment, son flux de sortie devient si puissant qu'il étouffe complètement la formation stellaire. Cela conduit à la corrélation observée entre la masse du trou noir et la dispersion des vitesses du sphéroïde. Le trou noir devient ainsi le régulateur final. Enfin, tant les immenses explosions de supernovas que les outflows provenant des noyaux galactiques actifs jouent des rôles cruciaux dans la manière dont le feedback détermine la configuration des galaxies à disques. Les supernovas régulent le milieu interstellaire en alimentant des fontaines galactiques qui élèvent du gaz chaud vers le halo, où il se refroidit lentement avant de revenir sous forme de nuages à grande vitesse. En même temps, durant la formation du sphéroïde,
La croissance du trou noir central produit des outflows qui stimulent de brefs épisodes de formation stellaire explosive. Les supernovas générées par ces étoiles lancent à leur tour des vents capables d'influencer même les premières phases du développement du sphéroïde. Ce n'est que lorsque le trou noir atteint sa masse finale que le vent galactique devient suffisamment puissant pour éliminer définitivement la formation stellaire à l'intérieur du sphéroïde. Nous ne disposons toujours pas d'un modèle computationnel complet, capable de décrire avec précision tous les mécanismes de feedback durant la formation des galaxies. La situation est particulièrement délicate en ce qui concerne la formation des sphéroïdes, car il manque suffisamment de données pour reproduire dans les modèles tout le spectre des processus physiques impliqués. La formation stellaire dans les disques, en revanche, est relativement mieux comprise grâce à l'instabilité gravitationnelle globale qui génère des ondes de densité spirale, lesquelles condensent à leur tour des réseaux de nuages moléculaires. L'étape suivante est la fragmentation des nuages, la génération de turbulences, la formation de noyaux denses et finalement la naissance des étoiles. Pour beaucoup de ces étapes, notre connaissance provient davantage des observations et de la phénoménologie que d'une théorie unifiée. Un aspect crucial est que le feedback observé dans le cosmos local pourrait ne pas être le même que celui qui opérait dans l'univers primordial. Pour cette raison, toutes les prédictions concernant l'univers à haut redshift, l'univers jeune, doivent être considérées comme des estimations guidées et non comme des certitudes absolues. Surgit alors une question inévitable. L'énergie sombre mérite-t-elle réellement le rôle central que nous lui attribuons dans la cosmologie moderne? Cette question naît d'un problème plus profond. Parviendrons-nous un jour à une théorie définitive de l'énergie sombre et à comprendre pleinement le développement des structures cosmiques? Les modèles inflationnaires peuvent être formulés de nombreuses manières, chacune capable d'expliquer différents phénomènes selon les préférences théoriques du moment. Pourtant, l'inflation a connu deux succès extraordinaires. Expliquer l'uniformité à grande échelle et la distribution des fluctuations primordiales. Aujourd'hui, la cosmologie peut sembler presque monotone, car toutes les données convergent vers un modèle standard fondé sur la matière noire et l'énergie sombre, bien que toutes deux restent mal comprises. Les recherches futures cherchent à réduire les erreurs observationnelles, dans l'espoir de découvrir de nouveaux indices de physique fondamentale, mais affirmer que nous possédons déjà la réponse finale serait une forme d'arrogance intellectuelle, compte tenu de tout ce que nous ignorons encore des conditions initiales du Big Bang. Toute théorie définitive incorporera inévitablement le modèle actuel comme un cas particulier. Et puis il y a les idées les plus audacieuses. Le voyage dans le temps, le multivers, la possibilité qu'il existe de nombreux univers avec des lois physiques différentes. Selon certaines interprétations, la seule manière de vérifier ces idées serait de construire une machine temporelle. Aucune loi fondamentale de la physique n'interdit le voyage dans le temps. Elle empêche simplement que nous puissions le réaliser avec la technologie actuelle.